trempé dans une tasse de chocolat à la vanille, qu'il descendait à son jardin. Jardin peu vaste comme tous ceux des villes, mais agréable, ombragé, fleuri, silencieux, je dirais réfléchi, si j'osais. Enfin qu'on se figure ce que doit être le jardin idéal d'un philosophe à la recherche de la vérité, et on ne sera pas loin de connaître celui dont le docteur Héraclius Glos faisait 3 ou 4 fois le tour au pas accéléré avant de s'abandonner aux quotidiennes brochettes de caille du second déjeuner. Ce petit exercice, disait-il, était excellent au saut du lit. Il ranimait la circulation du sang, engourdi par le sommeil, chassait les humeurs du cerveau et préparait les voies digestives. Après cela, le docteur déjeunait. Puis, aussitôt son café pris, et il le buvait d'un trait, ne s'abandonnant jamais aux somnolences des digestions commencées à table, il endossait sa grande redingote et s'en allait. Et chaque jour, après avoir passé devant la faculté et comparé l'heure de son oignon Louis XV à celle du hautain cadran de l'horloge universitaire, il disparaissait dans la ruelle des vieux pigeons, dont il ne sortait que pour rentrer dîner. Que faisait donc le docteur Héraclius Glos dans la ruelle des vieux pigeons? Ce qu'il y faisait, bon Dieu, il y cherchait la vérité philosophique. Et voici comment. Dans cette petite ruelle, obscure et sale, tous les bouquinistes de Besançon s'étaient donné rendez-vous. Il eût fallu des années pour lire seulement les titres de tous les ouvrages inattendus, entassés de la cave au grenier, dans les 50 baraques qui formaient la ruelle des vieux pigeons. Le docteur Héraclius Glos regardait ruelles, maisons, bouquinistes et bouquins comme sa propriété particulière. Il était arrivé souvent que certains marchands de bric-à-brac, au moment de se mettre au lit, avaient entendu quelque bruit dans son grenier, et, montant à pas de loup, armé d'une gigantesque flamberge des temps passés, il avait trouvé le docteur Héraclius Glos, enseveli jusqu'à mi-corps dans des piles de bouquins, tenant d'une main un reste de chandelle qui lui fondait entre les doigts, et de l'autre, feuilletant un antique manuscrit d'où il espérait peut-être faire jaillir la vérité. Et le pauvre docteur était bien surpris en apprenant que la cloche du beffroi avait sonné 9 heures depuis longtemps et qu'il mangerait un détestable dîner. C'est qu'il cherchait sérieusement le docteur Héraclius. Il connaissait à fond toutes les philosophies anciennes et modernes. Il avait étudié les sectes de l'Inde et les religions des nègres d'Afrique. Il n'était si mince peuplade parmi les barbares du Nord ou les sauvages du Sud dont il n'eût sondé les croyances. Hélas, hélas, plus il l'étudiait, cherchait, furetait, méditait, plus il était indécis. « Mon ami, disait-il un soir à monsieur le recteur, combien sont plus heureux que nous les colons qui se lancent à travers les mers à la recherche d'un nouveau monde. Ils n'ont qu'à aller devant eux. Les difficultés qui les arrêtent ne viennent que d'obstacles matériels qu'un homme hardi franchit toujours, tandis que nous, ballottés sans cesse sur l'océan des incertitudes, entraînés brusquement par une hypothèse comme un navire par l'aquilon, nous rencontrons tout à coup, ainsi qu'un vent contraire, une doctrine opposée qui nous ramène sans espoir au port dont nous étions sortis. Une nuit qu'il philosophait avec monsieur le doyen, il lui dit « Comme on a raison, mon ami, de prétendre que la vérité habite dans un puits. Les seaux descendent tour à tour pour la pêcher et ne rapportent jamais que de l'eau claire. Je vous laisse deviner, ajouta-t-il finement, comment j'écris le mot « seau ». C'est le seul calembour qu'on l'ait jamais entendu faire. À quoi le docteur Héraclius employait les 12 heures de la nuit. Quand le docteur Héraclius rentrait chez lui le soir, il était généralement beaucoup plus gros qu'au moment où il sortait. C'est qu'ainsi chacune de ses poches, et il en avait 18, était bourrée des antiques bouquins philosophiques qu'il venait d'acheter dans la ruelle des vieux pigeons. Et le facétieux recteur prétendait que si un chimiste l'eût analysé à ce moment, il aurait trouvé que le vieux papier entrait pour 2/3 dans la composition du docteur. À 7 heures, Héraclius Glos se mettait à table, et tout en mangeant, parcourait les vieux livres dont il venait de se rendre acquéreur. À 8h30, le docteur se levait magistralement. Ce n'était plus alors